Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait un moment les gars, ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas tourné. Oui, j'ai pas eu le temps de tourner pour la fin de ce Tour de France, j'ai de la famille qui est venue, des vacances et cetera. Mais j'ai quand même regardé, vous inquiétez pas, le Tour de France 2025, j'ai regardé aussi le Tour de France femmes dont je ferai une vidéo dessus la semaine prochaine pour débriefer ce Tour de France femmes avec une victoire donc de Pauline Ferrand-Prévot. Mais on va revenir sur le Tour de France hommes quand même. Ça fait déjà un petit moment que ce Tour de France hommes est terminé. Un Tour de France homme qui aurait été vraiment, intense tout de même, hein, pour les coureurs, même pour nous en tant que spectateurs. Ça a duré, longtemps pour les coureurs, un peu plus court pour nous, hein. Franchement, j'ai pas vu passer le Tour cette année, mais on a vu, hein, les coureurs étaient fatigués quand même à la fin. Et puis bon, un vainqueur indiscutable, Tadej Pogačar, avec, de très belles victoires à côté aussi et une victoire française notamment Valentin Paré-Peintre. Et on commence ce débrief avec le classement général. Avec donc la victoire finale de Tadej Pogacar avec 4 minutes 24 d'avance sur Jonas Vingegaard, son dauphin. Jonas Vingegaard qui aura malheureusement montré de très mauvais signes sur les 2 premières semaines de Tour. Ça a été un petit peu mieux en troisième semaine. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce que Tadej Pogacar a totalement relâché la pression, a arrêté d'attaquer, d'accélérer dans la dernière semaine de Tour? Voilà, beaucoup disent que voilà, Pogacar s'est relâché, que Giannetti lui aurait dit de se relâcher notamment par rapport aux accusations de dopage pour qu'il les subisse moins. Par rapport au fait que, bah, fallait peut-être aussi s'économiser, qu'il y avait peut-être encore des choses derrière si jamais il faisait la Vuelta après. Moi, personnellement, j'y crois pas trop à tout ça parce que Pogacar, on l'a vu, hein, sur une des dernières étapes de montagne, là, je sais plus laquelle c'est exactement, mais Pogacar attaque, 3 fois, je crois, et à chaque fois Vingegaard, bah, suit. Il y a qu'à l'arrivée où il finit par le décrocher. Mais j'ai envie de dire, les gars, Pogacar, non, je pense qu'il est arrivé, il a juste tout donné sur les 3 semaines et qu'il a pas réussi à décrocher Jonas Vingegaard sur la 3e semaine, c'est tout. Après, par contre, voilà, sur le reste du Tour de France, il y a pas eu trop de débat à vrai dire. Alors c'est vrai que Pogacar n'a peut-être pas non plus, tout mis de son côté pour pouvoir, mettre genre 7 minutes d'écart à Jonas Vingegaard, gagner toutes les étapes de montagne. Mais après, c'est logique, hein, il y a une équipe, UAE qu'il faut mettre à rouler aussi, c'est pas facile. Il y a Pogacar aussi qui, bah, peut-être est un peu fatigué par ce Tour de France. À la fin, on l'a vu notamment, fatigue mentale, fatigue physique, parce que les gars, pour les coureurs, même si on dit: «Oui, Pogacar est au-dessus de tout le monde, Pogacar écrase la course» et c'est vrai, il écrase la course. On regarde, l'écart avec le 10e classement général, 32 minutes. Honnêtement, je crois que c'est du jamais vu sur les 10-15 dernières années, hein. Je crois que c'est jamais arrivé depuis très, très longtemps. Il y a un écart aussi énorme avec, Jordan Jega. Mais ouais, non, un Pogacar qui est, on l'a vu arriver fatigué, hein, d'ailleurs, si cette dernière étape, il ne la gagne pas, alors qu'elle lui convient parfaitement, bah, il y a peut-être des raisons, hein, voilà, physiques, mentales. Je le disais déjà, mental, bah, Pogacar, il est peut-être atteint aussi par les accusations de dopage. Il y a aussi la fatigue, du Tour de France, les gars, on se rend pas compte, mais les coureurs, ils mangent tout le temps. Enfin, ils mangent, ils dorment, ils font du vélo. Ils mangent, ils dorment, ils font du vélo. Là, il y a un truc qui est sorti là, sur la nutrition par rapport aux coureurs, les gars, ils mangent, ils finissent l'étape, ils vont dans le bus, ils mangent, ils arrivent à l'hôtel, massage, ils mangent vers 21:00. Après, ils font 2-3 trucs ensemble, ils s'amusent, ils rigolent et cetera peut-être, ou alors ils font encore des massages, je sais pas. Puis juste avant de s'endormir, ils mangent encore. Ils dorment, le lendemain matin, ils mangent, ils vont faire du vélo. C'est une folie, les gars, c'est un rythme de vie qui est très, très dur à assumer. Et je pense que voilà, les coureurs en ont un petit peu marre. D'ailleurs, Tadej Pogacar en a parlé, hein. Il a dit: «Voilà, je suis pas sûr de continuer ma carrière très, très longtemps. Je pense qu'à 30, 40, 35 ans peut-être, il va arrêter». Je pense que vers la trentaine d'années, 30-31 ans, il va arrêter sa carrière, Tadej Pogacar. Il a commencé très tôt aussi, il faut le dire, hein, c'est vrai que les carrières de sport se commencent maintenant vraiment très tôt. On le voit avec un exemple comme Kylian Mbappé, dans le football, qui commence à 17 ans et qui, a déjà 27 ans à l'heure actuelle, hein. Donc c'est dire à quel point ça passe vite et à quel point, bah, ils commencent très, très jeunes, les sportifs en général. Mais voilà, un Tour de France qui aurait été aussi très éprouvant, hein, il faut le dire. Pogacar est tombé, donc pas illogique qu'il y ait un petit peu de fatigue et d'ailleurs c'est pas chez tout le monde, hein. Les courses ont été très, très dures, hein, physiquement. Ils ont fini en plus la dernière semaine sous la flotte. Pas facile non plus mentalement de te dire: «Bon, bah, voilà, on termine le Tour de France sous la pluie». Pas vraiment motivant. Mais un Tour de France, ouais, vraiment très compliqué. La 3e place aussi donc de Florian Lipovic à 11 minutes et c'est là qu'on voit que les écarts, sont énormes. Vous l'avez donc compris, il y a 2 coureurs qui se sont dégagés, hein, Pogacar et Vingegaard, dont, j'irai dessus après. Mais voilà, hein, après le reste, Only qui finit 4, Gall 5, Gall qui aurait fait un magnifique, Tour de France, une très grosse 3e semaine aussi, hein. Je l'avais dit en début de Tour de France, les gars, que Félix Gall, bah, c'était un gros, gros coureur de 3e semaine, donc fallait se méfier. Bah, je me suis pas planté, hein, top 5 au classement général final. Puis Tobias Janssen, lui, finit 6e. Vauquelin, très intéressant, Kevin Vauquelin, qui malheureusement n'a pas réussi
essayer d'aller chercher une petite 5e place, c'était dur. Il finit à 5 minutes de la 5e place, mais alors qu'il y a un Vauclin très fort qui finit 7e, donc que j'attendais absolument pas là. Primoz Roglic 8, Ben Nili 9 et puis Jordan Jegat 10e, hein, très très belle place de Jordan Jegat pour compléter ce top 10. Ben Nili aussi, hein, pas mal. Franchement, ultra impressionnant, j'en parlerai après, mais Ben Nili très très fort. Et puis bon, pour Red Bull Bora, un petit peu mitigé quand même, parce que bon, oui, très belle place de Florian Lipovic, mais je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Notamment sur l'étape où Florian Lipovic perd beaucoup de temps sur Oscaroni. Et Oscaroni, je crois, sera pas chez une vingtaine de secondes à peine, enfin même pas à 6-7 secondes peut-être de Florian Lipovic. T'as Roglic, t'as Lipovic dans la même équipe, t'as moyen de faire un truc pour attaquer Only à tour par tour en fait, hein, attaquer chacun son tour. Il y avait un truc à faire, ils l'ont pas utilisé. Je pense que Roglic pouvait finir bien plus haut dans le classement général et pouvait même aller chercher un top 5. Maintenant voilà, l'essentiel c'est le podium pour Red Bull Bora, ils ont réussi, puis Florian Lipovic, c'est une très grosse pépite. Ça annonce du très très lourd pour l'avenir. Et on passe donc à la bataille entre les deux géants et un Tadej Pogacar qui a surdominé tout simplement ce Tour de France sans aucun débat. Voilà, il faut le dire, une surdomination, notamment avec cette attaque de Otakam lancée par Jonathan Narvaez où il cale 2 minutes et quelques à Jonas Vingegaard. À Jonas Vingegaard qui n'était pas en forme ce jour-là, il l'a dit lui-même, il a dit j'étais dans une journée sans. Ça s'est vu les gars, parce que tout le monde dit voilà, Pogacar est au-dessus, tout le monde, Pogacar est au-dessus, c'est indéniable, c'est clair et net. Mais sur l'étape où Jonas Vingegaard perd 2 minutes sur les Pogacar, Florian Lipovic finit qu'à une vingtaine, trentaine de secondes de Jonas Vingegaard, même pas, à 15-20 secondes je crois. Donc Jonas Vingegaard n'est pas censé finir avec 15-20 secondes d'avance sur un Florian Lipovic. Il doit être à peut-être une minute de retard sur Tadej Pogacar, mais pas 20-15 secondes d'avance seulement sur Florian Lipovic. Donc ça montre clairement qu'il n'était pas dans un grand jour, Jonas Vingegaard sur cette étape-là, mais j'ai envie de dire ça a continué tout le reste du tour parce que le lendemain, Péragude, je suis désolé, mais il s'est fait éclater sur le chrono. Il prend 30-40 secondes sur le chrono, c'est pas normal non plus pour un coureur de la tente de Jonas Vingegaard par rapport à Tadej Pogacar. L'explication elle est simple les gars, c'est que l'évolution de Tadej Pogacar, la courbe de progression de Pogacar est bien plus élevée que celle de Jonas Vingegaard. Il faut rappeler qu'ils ont 1 ou 2 ans d'écart, je crois. Que Tadej Pogacar, lui, n'est pas tombé aussi gravement que Jonas Vingegaard, donc sa progression n'a pas été trop entachée par les chutes. Contrairement à Jonas Vingegaard qui, lui, malheureusement, à cause des chutes, ça a été quand même vachement compliqué pour progresser. Et puis non, Jonas Vingegaard, les gars, je pense qu'il a atteint son prime. Il n'atteindra pas un niveau bien plus élevé qu'il a actuellement. Peut-être encore gratter à 1 an. Allez, 1 an, il peut encore vraiment beaucoup progresser peut-être. Mais après, ça va être une progression beaucoup plus lente. Donc je pense que Jonas Vingegaard est arrivé à son pic au niveau en termes de talent. Maintenant, voilà, on n'a jamais à l'abri que Tadej Pogacar dans les années à venir ait des problèmes, une chute, maladie, ce genre de trucs, ça peut arriver. Ça avait Jonas Vingegaard, toutes ces chutes, enfin sa grosse chute surtout. Donc pourquoi est-ce que ça arriverait pas à d'autres comme Pogacar par exemple? Mais bon, en tout cas, un Pogacar qui aura vraiment surdominé sur de France de manière dès le premier chrono, grosse claque sur Jonas Vingegaard qui prend plus d'une minute de retard sur le Slovène, un chrono bien en dessous de ce qu'on espérait pour Jonas Vingegaard, un Pogacar vraiment très très fort. Et puis derrière sur la suite, on l'a vu, un Pogacar beaucoup trop fort en montagne, intouchable, pas décroché une seule fois par Jonas Vingegaard. Donc non, un Pogacar vraiment très très fort et je pense que cette année il était vraiment imbattable et que personne n'était en capacité d'aller le chercher. Maintenant voilà, est-ce que pour 2021 ce sera le même scénario? On verra bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à voir. Et Jonas Vingegaard justement pour moi qui m'a un petit peu déçu tout de même, Jonas Vingegaard que j'attendais à un plus haut niveau. Alors bon, il fait quand même 2e du tour, c'est quand même une bonne performance de sa part, mais voilà, malheureusement, il y a eu 2 journées sans comme il l'a dit. C'est pas normal pour un coureur de la trempe de Jonas Vingegaard d'avoir 2 journées sans sur le Tour de France. Pas avec une préparation comme il a eu. Il a eu une plutôt bonne préparation. Alors c'est vrai, il y a eu aussi cette chute en début de saison avec cette commotion cérébrale là, après Paris-Nice, enfin à Paris-Nice. Est-ce que ça peut avoir entaché aussi sa saison? Possible aussi, Et puis le manque de rythme de course aussi, parce qu'il est revenu sur le Dauphiné, il a fait Paris-Nice, abandon sur Paris-Nice, pas de course jusqu'au Dauphiné, et Dauphiné course de reprise. D'ailleurs, c'est pour ça que j'expliquais déjà, vous pouvez aller voir les vidéos par rapport au Dauphiné, mais je disais que fallait pas non plus s'affoler trop vite par rapport à Vingegaard puisque c'était sa course de reprise. Bon, sur le Tour de France, il m'a fait mentir. Clairement, Jonas Vingegaard ne s'est pas préparé soit correctement, soit été à 100% de sa préparation, mais n'était juste pas suffisamment fort par rapport à Tadej Pogacar. Puis bon, il l'a dit lui-même, il y a eu 2 journées sans, et ces 2 journées sans lui coûtent très très cher au classement général. Les 4 minutes, on a déjà 3 minutes 30 à prendre sur les 4 minutes, donc il finit peut-être à 1 minute au général, mais pas. Voilà, il n'y a pas cet écart de 4 minutes et 24 à l'arrivée s'il n'y a pas ces 2 journées sans. Maintenant, il les a eu, c'est le jeu, il a perdu. Il était moins fort sur ce Tour de France, il n'y a pas de débat pour lui. Voilà. Il va falloir qu'il se ressaisisse pour l'an prochain, parce que c'est évidemment problématique pour la Visma et les The Bike, parce que ils étaient en capacité de gagner le Tour de France, maintenant ils ne sont plus en capacité d'aller battre Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui a déjà 4 Tours de France, et puis 2 Tours de France pour Jonas Vingegaard, mais aussi pas de victoire d'étape pour Jonas Vingegaard cette année. C'est moins bien que l'an dernier, du coup, quand on compare les deux.
On est obligé de faire le comparatif, mais l'an dernier, il gagne une étape, il fait 2 générales. Là, il fait 2 générales, mais il ne gagne pas d'étape. Un petit peu problématique quand même pour Visma les The Bike et pour Jonas Vingegaard. Après, chez Visma, on a quand même réussi à plutôt bien rentabiliser, hein, avec une victoire notamment de Van Aert sur la dernière étape. Et puis Simon Yates aussi qui s'est imposé sur une des étapes, donc le vainqueur du Giro sortant quand même. Donc non, Visma a réussi plutôt bien son tour. Le seul échec, c'est Jonas Vingegaard. Voilà. Mais bon, ils auront tout donné, hein, du côté. Enfin, Jonas Vingegaard aura tout donné. Alors, est-ce que Visma a mis toutes les chances de son côté par rapport à Jonas Vingegaard? Honnêtement, je sais pas. Mais bon, quand tu arrives en deuxième semaine, que tu as déjà 2-3 minutes de retard, compliqué un petit peu de garder espoir pour essayer de gagner le Tour de France. On passe au top de ce Tour de France. J'ai mis 3 tops. N'hésitez pas à dire vos tops en commentaire, aussi vos flops, parce que ça arrive juste après. Et le premier top, c'est Tadej Pogacar. Bon, je suis obligé, les gars, hein, on va pas se mentir, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Pogacar, t'es obligé de le mettre dans les tops. On savait qu'il serait fort, on savait qu'il serait super fort même. Pas de grosse surprise, évidemment. Mais ouais, un Pogacar, pourquoi dans les tops? Parce qu'il gagne le Tour de France. Mais au-delà de ça, il écrase la course. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun coureur qui a réussi à réellement le mettre une seule fois en difficulté, que ce soit en montagne, que ce soit en chrono. Alors certes, il a perdu 16 secondes sur Remco Evenepoel sur le chrono. Et honnêtement, je m'attendais à voir un Remco avec 40, 50 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc non, un Pogacar qui a écrasé la course, qui n'a pas eu trop de succès à se faire pendant le Tour de France. Honnêtement, voilà, mis à part cette petite chute, mais il a jamais été réellement mis en difficulté. Donc non, un Pogacar juste trop fort par rapport aux autres. Et je pense que cette année, il était intouchable. Et quand même 4 Tours de France pour Pogacar, il est plus qu'à un Tour de France d'aller égaliser les 5. Ce serait assez extraordinaire quand même pour lui. On verra dans les années qui viennent évidemment. Et puis voilà. Mon deuxième top, les gars, je pense que là aussi on va être tous plutôt d'accord, c'est le super combatif du Tour. C'est pas pour rien, c'est Benelli. Benelli qui aura fait un Tour de France, les gars, mais monumental. Ce mec est monstrueux. Il faut quand même dire, les gars, qu'il a fait. Bon, il a déjà gagné une étape extraordinaire. Il y a une étape, l'étape où Yates gagne, où il prend le maillot jaune, Benelli, en échappé. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si Pogacar veut gagner le maillot jaune, etc., il est peut-être en capacité d'aller le garder. Oui, c'est vrai. Maintenant, Pogacar, est-ce qu'il a intérêt à faire rouler ses équipes pour ça? La réponse est non. Il sait qu'il va l'exploser en haute montagne. Mais en tout cas, Benelli, les gars, on se rend pas compte de la folie que c'est, hein. Sur l'étape où Simon Yates gagne, les gars, il fait 3 de l'étape. Il roule, je crois, pendant 30 km tout seul dans le groupe parce que personne ne lui passe de relais. Il ne demande pas de relais, rien. Il roule jusqu'au bout. Je pense qu'en plus, s'il demandait des relais, ça allait lui passer des relais. Mais il roule tout seul, 30 km. T'arrives dans la montée finale. Yates en claque une. O'Connor essaie de suivre, etc. Il rattrape O'Connor, Benelli. Il fait 3 de l'étape. En ayant roulé seul pendant 30 km. Il prend le maillot jaune en plus de ça. Non, les gars, Benelli, c'est trop fort. Même sur d'autres étapes, on l'a vu en échappée, etc. Trop fort. Il est 9ème du classement général, alors que c'est Benelli, les gars. C'est pas un grimpeur du tout. C'est un puncher. Il fait un Tour de France juste sensationnel, les gars, Benelli. Et pour moi, c'est peut-être le meilleur coureur, peut-être le MVP de ce Tour de France, carrément. Voilà, au-delà du super combatif. Parce que oui, on a les Pogacar, on a les Vingegaard, etc., qui sont évidemment bien au-dessus de tout le monde. Mais en termes d'attente qu'on avait par rapport à un coureur, Benelli, pour moi, c'est celui qui passe le plus haut parce que c'est pas du tout celui avec. J'avais pas tellement d'attente en lui. Je pensais qu'il était capable d'aller gagner effectivement une étape, mais faire une étape, devenir du Tour, porter le maillot jaune, et même quand tu le vois courir, c'est beau à voir, c'est élégant, élégant. Alors, pas quand il a la tête, il a la tête en mode torticolis quand il court, mais c'est juste extraordinaire. Ce qu'il a fait sur le vélo, franchement, ça fait un moment que j'avais pas vu un coureur faire ça. Ça me rappelle un petit peu Julien Alaphilippe en 2019 qui avait fait un Tour de France assez monumental. Bon, c'était pas non plus du tonneau de Julien Alaphilippe pour Benigni, mais quand même, en termes de niveau, c'est très très impressionnant. Et mon dernier top, les gars, c'est Florian Lipovitz. Et là, on voit que c'est intéressant pour Red Bull Bora. Franchement, ils ont beaucoup de leaders au sein de cette équipe. Je vous l'avais déjà dit, je vous en avais parlé par rapport à Giulio Pellizzari pendant le Tour d'Italie. Je disais que voilà, ils avaient trouvé un nouveau leader très très intéressant. Je vous avais dit que j'attendais de voir entre Roglic et Lipovitz qui serait le leader après le Dauphiné. Et écoutez, je pense que le vrai leader de cette équipe, c'est clairement Florian Lipovitz, les gars. Alors, on l'a appris cette semaine, mais Remco Evenepoel va rejoindre le Red Bull Bora. J'en parlerai dans une autre vidéo par rapport, je ferai une vidéo de transfert par rapport à Remco, où j'analyserai pour quelle raison, quel est l'intérêt, etc. Mais bref, Red Bull Bora, les gars, ils ont une équipe monstrueuse. Alors évidemment, ils ont du pognon, ils ont du fric, ils ont tout ce qu'il faut pour regrouper des gros coureurs, mais dans cette équipe actuelle de Red Bull Bora, on a donc Florian Lipovitz, Primoz Roglic, donc 3 et 8 du Tour. Giulio Pellizzari qui a fait top 10 du classement général du Giro. Faut le dire. Donc déjà, tu as 3 gros leaders. En plus, tu as quand même du Jay Hindley. Alors, c'est vrai que Jay Hindley, ces derniers temps, c'est compliqué. Alexander Vlasov, pareil, c'est compliqué. Mais ça reste un grand coureur en termes de performance en haute montagne. Donc, tu as une équipe très très forte. Avec l'arrivée de Remco Evenepoel en plus,
tu de quoi faire et je pense que c'est peut-être la future équipe capable d'aller gagner le Tour de France. Ça va pas être facile, il va falloir énormément développer leurs coureurs parce que en termes de niveau, c'est clairement en dessous de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Mais on n'est jamais à l'abri, hein. Franchement, on n'est jamais à l'abri. Lipovic c'est jeune, il a encore de la progression devant lui. D'ici 2-3 ans, je vois bien un Lipovic ou un Remco Evenepoel aller faire un résultat. Alors attendons de voir, hein. Évidemment, rien n'est joué. Il peut se passer tellement de choses dans une carrière, on le sait. Un jour tu peux être au top, un jour tu peux être tout en bas. Mais franchement, Florent Lipovic qui a fait un Tour de France extraordinaire, troisième du classement général. En plus, il a fait une grosse erreur hein, quand même sur une étape là où il prend l'échappée, puis qui se fait rattraper par le peloton, puis qui craque, qui perd, je crois, 2 minutes sur Oscar Only. Honnêtement, je pense que Lipovic ne fait pas ça, il peut finir vraiment beaucoup plus tranquille. Je pense que Lipovic c'est vraiment au-dessus de tous les autres hein, pour la troisième place. Il n'y a personne capable d'aller chercher sur ce Tour de France. Et non, franchement, un Tour de France très très impressionnant de sa part. Et un Florian Lipovic qui me donne une bonne augure pour la suite. Et je le verrai bien leader sur un Giro l'an prochain pour le Tour de France 2026. On passe maintenant aux flops. Et vous les voyez, les 3 flops. Hein. On va y passer tout de suite. N'hésitez pas à dire en commentaire vos flops, vos 3 flops pour ce Tour de France 2025. Et on commence avec Biniam Girmay, les gars. Hein. Biniam Girmay qui malheureusement n'a pas confirmé son Tour de France 2024, hein, où il avait été chercher 3 victoires d'étape, un maillot vert. Voilà, cette année pour Biniam Girmay, c'est compliqué. Voilà, pas d'une seule victoire d'étape, absent dans les sprints finaux. Voilà, on l'a pas vu même, enfin, je crois même pas faire un top 3 sur un sprint. Donc c'est compliqué quand même pour Biniam Girmay hein, par rapport à l'an dernier, hein, l'opposé du Tour de France de l'an dernier. Je suis quand même assez déçu hein, parce que je l'attendais à un plus haut niveau. Alors c'est vrai que le plateau de sprinter cette année était beaucoup plus élevé que l'an dernier. Hein. On le voit avec Jonathan Milan, Tim Merlier, Jasper Philipsen qui était revenu à un très très bon niveau. Même si l'an dernier il avait quand même fait un gros tour de France. Jasper Philipsen avec 3 victoires d'étape lui aussi. Mais voilà, un Biniam Girmay qui n'a pas montré ce dont il était capable habituellement. Alors peut-être aussi l'équipe, hein, évidemment, chez Intermarché, c'est pas une grosse équipe. Est-ce qu'il faudrait pas que Biniam Girmay change d'équipe pour pouvoir être plus performant? Je pense qu'il y a des équipes qui aimeraient bien le recruter et pour être pas mal. Maintenant, voilà, Biniam Girmay, c'est dommage pour lui, ce Tour de France 2025. Je pensais qu'il était capable de faire plus gros. Visiblement non. Alors, évidemment, je suis déçu parce que pour un ancien maillot vert, enfin pour le maillot vert de l'édition d'avant, ne même pas aller chercher une victoire d'étape, c'est quand même problématique. Maintenant, voilà, hein, Biniam Girmay va devoir se ressaisir sur la suite de la saison, puis pour l'année prochaine aussi. On passe ensuite au deuxième flop, et là, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire aussi, hein, Remco Evenepoel. Bon, pas de grande surprise hein, sur Remco Evenepoel. On l'avait un petit... Enfin, grosse surprise. Surprise, pas surprise, j'ai envie de dire. Parce que sur le Dauphiné, il était pas en forme, hein, clairement, on l'a vu, pas du tout en forme, Remco Evenepoel, mais je vous avais expliqué, je vous avais dit, voilà, il a eu un début de saison très particulier à cause de cette grosse chute. Il avait pu commencer sa saison fin avril, il avait commencé sur l'Amstel Gold Race, où il avait d'ailleurs fait troisième, je crois, de la single race, derrière Pogacar et Eskelmose, qui avait gagné d'ailleurs Eskelmose. Mais Eskelmose, d'ailleurs, qui a abandonné le Tour de France, je crois. Donc compliqué pour lui aussi. Mais voilà, un Remco Evenepoel qu'on attendait beaucoup plus haut, les gars. On va pas se mentir. Il finit par abandonner sur une étape, abandon physique, mental, compliqué à savoir. Alors de ce que je sais, il aurait eu une côte cassée visiblement au début du Tour de France. On ne savait pas, mais il avait une côte cassée. Donc je sais pas si c'est vrai, enfin, c'est compliqué à déterminer. Il y en a qui, enfin, je crois que l'équipe avait dit ça par rapport à Remco. Je crois qu'il y a un communiqué de la Soudal qui a été dit. Alors est-ce que Soudal dit la vérité sur ça? Bon, je vais pas trop m'interdire là-dessus parce que c'est bizarre qu'on l'apprenne qu'après. Ouais, non, un Remco Evenepoel en tout cas qui n'aura pas été performant du tout, qui n'a pas eu les jambes, que ce soit sur le Dauphiné, que ce soit sur le Tour de France, Remco. Début de saison, c'est compliqué, quoi. C'est dommage parce que je vois sur l'Amstel Gold Race, je vois qu'il fait 3, je me dis waouh, intéressant. Puis derrière sur la Flèche, tu vois que c'est compliqué. Tu vois que derrière sur Liège, c'est encore plus compliqué. Et en fait, ça dégringole, ça dégringole, ça dégringole jusqu'à finir à l'abandon sur ce Tour de France. Alors il y avait eu un petit moment d'éclaircie, j'ai envie de dire, sur le championnat de Belgique où il a été battu par Tim Wellens. Alors il aurait dû battre Tim Wellens, mais il fait quand même deuxième. Donc je me dis à ce moment-là, bon, voilà, il revient peut-être à un niveau, il a un bon niveau, il est en train de remonter la pente petit à petit. Bon, on a vu tout l'inverse hein, sur ce Tour de France 2025. Alors, certes, il y a eu une victoire d'étape hein, pour lui. Sur le chrono, j'ai envie de dire, c'est normal. Hein. On sait, hein, c'est le meilleur coureur du monde sur la discipline. Il n'y a aucun coureur capable d'aller le battre. Mais le moment révélateur, les gars, c'est à Péragurde. Hein, le chrono de Péragurde où il se fait rattraper par Jonas Vingegaard. Ça, c'est... Mentalement, il a lâché complètement après, je pense. Après ça, je pense. D'ailleurs, après, à Hautacam, on l'avait déjà vu à Hautacam, c'était compliqué. Mais là, à ce chrono à Péragurde, les gars, c'est terminé pour lui. Sur une étape de montagne, il abandonne donc. Mais ouais, un Remco Evenepoel bien en dessous des performances habituelles. Bon, j'espère qu'il va pouvoir se remettre de ce qui lui arrive en début de saison et que pour l'année prochaine, ça ira mieux. Et puis peut-être même pour la fin de saison, hein, on peut espérer peut-être le voir au départ de la Vuelta ou en tout cas au départ de grosses courses. Mais un Remco Evenepoel, effectivement, assez décevant quand même.
Le dernier coureur donc que j'ai mis en flop, c'est Michael Storer les gars. Bah oui, Michael Storer qui n'a pas gagné une seule étape, hein, sur ce Tour de France, qui n'a pas été non plus, impressionnant. Voilà, je l'avais trouvé très, très fort sur le Tour des Alpes. Je pensais qu'il serait capable d'aller chercher une étape, cette année. Je crois que c'est sur Dauphiné ou je sais plus, Dauphiné ou Paris-Nice, il a été très, très impressionnant. Il a été chercher une victoire d'étape grâce à Julien Alaphilippe notamment. Je crois que ça doit être sur Paris-Nice. Mais ouais, non, un Michael Storer, pas du tout au niveau, hein, habituel, qui, bah, tout simplement n'a pas été capable d'aller chercher une victoire d'étape en haute montagne. Alors c'est vrai que le Tour de France cette année était très élevé, le niveau était très élevé. Mais voilà, je m'attendais à avoir un Michael Storer très, très fort. Ça n'a pas été le cas. Espérons que ça aille, mieux pour la suite parce que c'est un petit peu dommage. Voilà, je le trouvais vraiment très, très fort, sur le Tour des Alpes notamment. Alors, le Tour des Alpes, évidemment, c'est pas le même plateau que sur le Tour de France, mais même sur Paris-Nice, je crois, ou pour ce World Tour, je l'avais trouvé vraiment très, très fort. Là, malheureusement, bah, on a la preuve que bah, Michael Storer, je me suis un petit peu planté sur lui. Je le voyais beaucoup plus fort. Ça n'a pas été le cas, tant pis, hein. Mais bon, c'est comme ça. Michael Storer n'aura rien fait. C'est un petit peu dommage aussi pour l'équipe Tudor, hein, en général, qui n'a rien fait, hein. Alors Julien Lafille qui a quand même fait troisième d'une étape, en croyant d'ailleurs avoir gagné. Mais bon, je pense que Tudor, il y a un petit problème, c'est qu'ils ont du mal à se mettre d'accord sur un leader entier, à part entière. Voilà, un coup c'est Julien, un coup c'est Michael Storer, un coup ça va être De Klein. C'est compliqué, voilà, faut dire qui c'est le leader, point barre. On travaille que pour lui sur cette étape-là. On travaille pas pour un autre coureur, on travaille pas pour deux coureurs sur la même étape. On a vu aussi un McKershi très en dessous d'un niveau habituel, là où j'ai trouvé que Julien Alaphilippe était très performant. Je pense que bon, voilà, Julien a pas eu non plus beaucoup de chance, hein, sur le Tour de France. Il est tombé quand même deux fois. Il a eu la poisse quand même, Julien, encore, hein, cette année sur le Tour de France. Mais au moins, il a participé, il a fait des beaux trucs. Il a quand même fait troisième d'une étape. Enfin, il a fait cinquième aussi d'une étape, derrière Pogacar, où je pense qu'il était capable d'aller faire un beau résultat s'il n'y avait pas eu la chute avant et tous les efforts payés. Mais ouais, non, franchement, je trouve que, bah, mis à part Julien Alaphilippe, pour cette équipe Tudor, c'est un Tour de France très compliqué, hein. Voilà, pas de victoire d'étape, même pas de, mis à part Julien, comme je l'ai dit, rien d'extraordinaire. Donc bon, attendons de voir ce que ça donne pour Tudor, mais même dans les échappées, hein, on les a pas beaucoup vus, on les a pas vraiment vus à l'offensive tant que ça. Donc un petit peu déçu par rapport à ça. Et on passe donc aux surprises, les gars, les surprises. Et oui, il y en a quand même plusieurs des surprises, des coureurs qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. On y arrive tout de suite. Et la première surprise, c'est Jordan Jegat, les gars, hein, que j'attendais absolument pas, et je pense que personne n'attendait dans le top 10 du classement général final, hein, Jordan Jegat. Impressionnant. Bah franchement, qui pouvait pronostiquer qu'un coureur de la Total Energy allait finir dans le top 10 cette année du classement général? Je pense que personne était capable de le dire. Alors oui, il y a eu cet abandon de Carlos Rodriguez, il est vrai. Mais enfin bon, il finit quand même dans le top 10 du classement général. Je pensais même pas voir un coureur de la Total Energy dans le top 20 cette année. Bah, il fait top 10. Donc impressionnant, franchement, il a monté des belles choses. Bon, il est dans une équipe pas ouf, quoi. C'est un petit peu ça le problème. Une équipe qui malheureusement bah, va sûrement clôturer, enfin, va sûrement disparaître à la fin de l'année, puisque Total Energy devrait s'associer avec Ineos Grenadier l'an prochain. Vous l'avez vu sur le maillot de la Ineos. Mais ouais, non, Jordan Jegat, ultra impressionnant, qui montre de très bonnes choses. Et je suis vraiment content pour lui qu'il ait cherché ce top 10 au classement général. Ça fait quand même deux Français dans le top 10 de ce classement général. La autre surprise, les gars, c'est Kevin Vauquelin. Alors, certains diront que ce n'était pas forcément une surprise, notamment en vue du Tour de Suisse qu'il avait réalisé. Mais pourquoi est-ce que pour moi c'est une grosse surprise de le voir dans le top 10 du classement général final quand même? C'est que, bah, haute montagne, on n'avait pas connu un Kevin Vauquelin aussi fort. Faire septième du Tour de France avec un niveau aussi relevé, c'est très impressionnant. Il finit quand même devant Primoz Roglic. Alors, je veux bien que Primoz Roglic soit plus au même niveau qu'avant, quand même. Non, un Kevin Vauquelin vraiment très très fort. Donc, je suis vraiment surpris par sa performance, honnêtement. Je m'attendais pas à le voir à un niveau pareil. Je suis très content pour lui. Il a rapporté le maillot blanc sur quelques étapes. Bon, malheureusement, pas de victoire d'étape pour lui cette année, mais bon, on peut pas jouer à la fois classement général et puis les victoires d'étape à côté, c'est compliqué. Mais un Kevin Vauquelin vraiment très très fort et je suis vraiment fier de lui. Je pense qu'il y a de belles choses à voir pour l'avenir maintenant. Attention, il faut rester prudent parce que il peut avoir fait une très bonne année et puis se casser la gueule l'an prochain. Voilà, que ça dégringole au niveau de la forme. Maintenant, j'espère que c'est pas le cas. J'espère qu'il va continuer à progresser. Je pense qu'il a un bel avenir, hein, Kevin Vauquelin. Je pense qu'il est capable d'aller gagner de grandes courses. Je pense qu'il faut qu'il travaille avant tout son punch, hein, et pas la grimpette. Voilà, on va pas se mentir, on sait qu'il est pas capable d'aller gagner le classement général d'un grand tour. C'est impossible. Je vois pas enfin, je vois pas comment il peut aller chercher une victoire finale sur un grand tour. Il finit quand même à plus de 20 minutes de Tadej Pogacar, donc faut être réaliste aussi. Je pense qu'il faut vraiment qu'il travaille son punch pour pouvoir être performant sur des courses comme sur Liège-Bastogne-Liège, sur la Flèche Wallonne, ce genre de course-là. Il a un bon punch.
Donc ouais, je pense que Kevin, il faut qu'il travaille sur ça pour pouvoir être, plus performant sur le reste de l'année et pas, non plus vivre que sur le Tour de France, quoi. Et l'autre surprise, les gars, c'est Thymen Arensman, les gars. Thymen Arensman qui aurait fait un Tour de France phénoménal, hein. Et j'aurais pu le mettre dans les tops, hein, Thymen Arensman. Mais bon, je me suis limité à 3 tops pour ne pas abuser non plus. Mais voilà, Thymen Arensman, les gars, c'était extraordinaire le tour qu'il a fait. 2 victoires d'étape. Il a quand même battu sur une étape à la loyale, hein, à la régulière, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Alors vous allez me dire, ouais, mais il se marquait, etc. C'est vrai, il se marquait, mais quand même, il a résisté au retour des deux. Et non, Tim Arensman, ultra impressionnant, 2 victoires d'étape. Et bah franchement, par rapport à Carlos Rodriguez, les gars, j'aurais presque envie de dire que Tim Arensman aurait presque pu être joué comme leader du classement général cette année. Parce que Carlos Rodriguez, ça fait déjà 1 an, 2 ans que, bon, bah, voilà, on le sait, hein, il est plus au niveau d'habitude. Ils auraient peut-être pu presque prendre le risque de mettre Tim Arensman pour essayer de jouer le top 10, ou peut-être même le top 5, je pense, hein. Je pense que le top 5 était accessible pour Thymen Arensman cette année, au vu du tour qu'il fait. Maintenant, voilà aussi, il faut le dire, hein, il n'y a pas les mêmes efforts qui ont été fournis par Thymen Arensman tout au long du Tour de France. Il a gagné 2 belles étapes, un très gros coup de chapeau à lui, et ça annonce de belles choses pour l'avenir pour le coureur néerlandais de l'équipe Ineos. Et on arrive quand même sur la dernière étape et sur l'étape de Montmartre, qui était vivement critiquée, hein, avant le départ de ce Tour de France. Ah, moi, les gars, écoutez, je suis désolé, mais heureusement qu'ils ont mis cette dernière étape. Parce que qu'est-ce que ça aurait été chiant sinon? Franchement, c'est extraordinaire l'étape qu'on a vécue. Je pense que c'est peut-être la plus belle étape de ce Tour de France, cette dernière étape. Et pourtant, c'est l'arrivée aux Champs-Élysées. Et oui, parce qu'ils sont passés par Montmartre. Alors oui, c'est vrai, c'est une réédition des Jeux. Voilà, c'est 1 an après. Ils ont voulu faire comme pour les Jeux. Mais honnêtement, il faut qu'ils s'y repassent, hein. S'ils refont des arrivées à Paris, au lieu de nous faire à chaque fois des arrivées sur le plat, etc. Alors je dis pas pour l'an prochain, pourquoi pas faire une arrivée sur le plat. Mais franchement, cette année, c'était tellement mieux avec Montmartre, il y avait du suspense. C'est la première fois aussi, on a vu Tadej Pogacar craquer, hein. C'est peut-être finalement la seule fois où Pogacar a craqué, en fait. C'est la seule fois où Pogacar a craqué. Je disais qu'il n'avait pas craqué une seule fois, mais si, il a craqué face à Wout van Aert dans cette butte de Montmartre. Alors, il faut dire qu'il a quand même attaqué 3 fois. Mais un Van Aert vraiment très très impressionnant. Et puis bon, évidemment, je suis content pour Wout, hein. Franchement, après tout ce qui lui est arrivé, il fallait bien qu'il gagne quand même une étape sur le tour. Voilà, c'est une belle revanche pour lui. Et puis en plus de ça, il s'offre une victoire au champ, une victoire face à Tadej Pogacar. Je crois que c'est quand même sa deuxième victoire sur les Champs-Élysées pour Wout van Aert. Donc je crois qu'il a gagné au sprint en 2021. Donc ouais, non, une dernière étape vraiment magnifique à voir. Les temps ont été gelés. Bon, est-ce que je suis d'accord avec ça? Je trouve que c'est pas forcément une bonne chose d'avoir forcément gelé les temps parce que les gars. Alors c'est vrai que l'organisation de course aurait été vraiment beaucoup critiquée par les coureurs parce que c'était déjà une étape risquée, etc. Avec la pluie en plus. Mais le Tour de France, les gars, c'est pas 20 jours, c'est 21 jours. Donc, j'ai envie de dire, la dernière étape doit compter aussi au classement général. Donc, ils ont décidé de pas le faire pour la sécurité des coureurs. Ça reste respectable par rapport à ça, mais je trouve dommage que la dernière étape ne compte pas comme étant une véritable étape, quoi. On a l'impression que c'est juste une classique où on a rien à foutre des temps. Tu peux finir à 1 heure d'écart, rien à faire, quoi. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Bon, maintenant, honnêtement, c'est pas le plus important. De toute façon, le Tour de France, le classement général était déjà joué, hein. On va pas se mentir, Pogacar avait déjà maillot jaune quasiment à coup sûr, sauf si vraiment il tombait gravement et qu'il abandonnait. Mais ouais, même pour le reste du classement général, il pouvait y avoir des coureurs qui pouvaient tenter, qui pouvaient miser sur cette dernière journée. Je pense notamment à Oscar Onley. Alors, Lipovic s'est relevé, c'est vrai. Mais bon, peut-être que Lipovic n'était pas super à l'aise sur cette étape, notamment sous la pluie, sur les pavés. C'était peut-être pas ce qu'il aimait le plus. Là où Oscar Onley aurait peut-être pu essayer d'attaquer Florian Lipovic. Bon, voilà, le débat reste ouvert, mais en tout cas, je suis très content qu'il soit passé par Montmartre et j'espère que ça se refera dans le futur parce qu'honnêtement, heureusement qu'il y a eu cette étape parce que sinon, je vous dis, hein, on aurait vécu des Champs-Élysées chiant, quoi. Du plat. Puis on aurait regardé les 5 derniers kilomètres et puis voilà, fini. Bon, en tout cas, très content. Très belle victoire de Wout van Aert qui aurait été impressionnant. Un Matej Moric aussi très impressionnant dans les descentes, hein. Ça bouge pas à ce niveau-là. Très, très, très fort. Puis un Pogacar qui a craqué pour la première fois. Qui a craqué. Ça monte aussi, hein, la fatigue mentale, physique du Slovène. Voilà, ça monte un petit peu son côté humain aussi. Donc c'est cool quand même de voir une belle étape comme ça pour finir et clôturer sur les Champs-Élysées ce Tour de France 2025. Le podium du Tour quand même, enfin les 4 maillots distinctifs et les 3 coureurs qui ont porté des maillots distinctifs, ils sont là. Jonathan Milan, pardon, qui remporte le vert devant Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard, lui, est deuxième au classement de maillot à poids d'air. Tadej Pogacar qui ne l'a pas là sur l'image parce qu'il a le maillot jaune, mais il a aussi le maillot à poids, hein.
évidemment. Et puis Florian Ippoliti, maillot blanc, meilleur jaune donc. Voilà, donc Pogacar aurait presque pu faire une suprématie, hein. Franchement, s'il avait plus gagné, il gagnait 8 étapes, c'était jouable hein, d'aller chercher le maillot vert à Jonathan Milan. Moi, je pense que physiquement et mentalement, ça aurait été plus compliqué. Mais ouais, en tout cas, voilà, les 3 maillots remportés, enfin les 4 maillots remportés par 3 coureurs. Bon, un Pogacar qui aura encore une fois dominé à tous les niveaux, sans problème. En tout cas, je suis content quand même d'avoir vécu ce Tour de France 2025 qui était quand même intéressant. Alors c'est vrai que pour la bataille finale au classement général, il n'y avait pas beaucoup de suspense. Mais pour le reste, en termes d'étapes, et puis cette dernière étape sur Montmartre, les gars, on a eu du suspense jusqu'au bout, on savait pas qui allait gagner. J'ai l'impression de faire une vraie classique en fait. C'était trop bien. Donc non, je trouve que si je devais donner une note à ce Tour de France 2025, ce serait peut-être aller à un 16 sur 20. Voilà, pas plus non plus parce qu'il manque cette bataille finale pour le général, un suspense final pour le général. Bah, un bon 15-16 sur 20 parce que franchement c'était quand même très intéressant à voir. Avec une victoire française aussi, j'en ai pas parlé plus que ça, mais de Valentin Paré-Pinto au Ventoux, une victoire légendaire quand même parce que gagner au Ventoux, enfin gagner sur le Tour de France c'est déjà énorme, mais gagner en plus au Ventoux, en plus c'est un Français qui gagne, c'est juste légendaire. Donc ouais non, un Tour de France vraiment très bon et juste pour ça je mets 16 sur 20 parce que c'était magnifique. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, hein, je me répète encore. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker, ça m'aide énormément pour le référencement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye la team, c'était Cycling Dream.